Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes en direct sur RTI. Voici les titres de cette édition. Demain dimanche, le président ivoirien Alassane Ouattara sera reçu à l'Élysée par le nouveau président français Emmanuel Macron. Une visite qui symbolise la vitalité des relations ivoiro-françaises. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan a visité les sites rénovés et construits pour les 8e Jeux de la francophonie. Il est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux et nous en parlons dans cette édition. Le président brésilien Michel Temer sauve son mandat devant la justice électorale. Les juges du tribunal supérieur électoral du Brésil ont décidé à une étroite majorité de ne pas invalider son mandat en dépit d'accusations d'irrégularité sur les financements de la campagne électorale de 2014. Voilà, nous vous le disions à l'instant, demain et dimanche, le président ivoirien Alassane Ouattara sera reçu à l'Élysée par le nouveau président français Emmanuel Macron. Une visite qui symbolise la vitalité des relations ivoiro-françaises. Mahama Traoré, Abiba Dambélé, Saoué. À l'Élysée, les présidents se succèdent, mais tous semblent garder la volonté d'intensifier les relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Tout le sens de la rencontre prévue ce dimanche entre le nouveau président français Emmanuel Macron et son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Symbole pour symbole, le chef de l'État ivoirien sera le premier dirigeant africain à être reçu à l'Élysée par le président Emmanuel Macron depuis sa prise de fonction le 14 mai dernier. Loin d'être fortuit, le choix du président français d'échanger avec son homologue ivoirien a toute sa raison d'être. La Côte d'Ivoire étant le premier partenaire commercial de la France dans la zone franc CFA et le troisième en Afrique subsaharienne derrière l'Afrique du Sud et le Nigeria. La France, quant à elle, se positionne comme le deuxième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire derrière le Nigeria. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire représente la plus forte implantation d'entreprises françaises en Afrique subsaharienne. 140 filiales françaises opèrent en Côte d'Ivoire avec plus de 40 000 employés. Ces lourds intérêts économiques justifient l'appui au développement que la France fournit à la Côte d'Ivoire, notamment à travers le C2D, le contrat de désendettement et de développement. Un mécanisme de refinancement par don des échéances de dettes dues à la France. Ces dons servent à financer des projets structurants dans les domaines jugés prioritaires, tels les infrastructures, l'éducation et la santé. À ce jour, le volume cumulé des 2 contrats signés s'élève à plus de 1151 milliards de francs CFA. Comme bien d'autres appuis financiers, cet investissement fait de la France le premier bailleur bilatéral de la Côte d'Ivoire. S'il s'agira de renforcer la coopération, ce premier entretien officiel entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara évoquera probablement les questions liées à la lutte contre le terrorisme et la migration clandestine, tout comme 2 événements majeurs qui se tiendront à Abidjan cette année, à savoir les 8e Jeux de la francophonie et le sommet Europe-Afrique. Ils se tiendront respectivement au mois de juillet et de novembre prochains. Rendez-vous entre le président ivoirien Alassane Ouattara et le président français Emmanuel Macron. Abiba Dambélé Saoué est en France pour RTI. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan lui a visité les sites rénovés et construits pour les 8e Jeux de la francophonie. Il est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Isaïo Tchodan. Daniel Cablon-Duncan sur les chantiers des 8e Jeux de la francophonie. Le vice-président a visité au pas de course le musée des civilisations, la bibliothèque nationale, le stade Félix Houphouët-Boigny, la salle polyvalente, le stade Vélodrome, l'espace Canal au Bois et le village des Jeux. Ce déplacement vise à faire le point de l'avancée des travaux à moins de 45 jours de ces Jeux. Le stade Félix Houphouët-Boigny est déjà prêt. Au niveau des Treichville, l'essentiel est fait. En fait, partout, ça avance très très bien. Mon sentiment actuel, c'est que ces différentes infrastructures seront prêtes pour les Jeux, conformément aux instructions du président de la République, à faire des efforts énormes.
pour des infrastructures de qualité qui vont servir par la suite. Disons que même pour, vous savez, pour la CAN 2021, même pour d'autres compétitions donc internationales. Sur le plan sécuritaire, il rassure l'ensemble de la communauté francophone. On a discuté avec le ministre Mambé et avec le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous allons avoir une réunion dès le retour d'ailleurs du Premier ministre sur ces différents dossiers et l'aspect sécuritaire est totalement pris en compte. Le ministre Robert Beugri-Mambé, pour sa part, indique que rien n'est négligé dans la finition des travaux. Tant que les jeux n'ont pas commencé, je suis obligé, avec toute l'équipe que le président m'a confiée, de veiller au grain. Tout est fini. Si la communauté internationale nous demande des petits détails à corriger, on est obligé de corriger parce que la Côte d'Ivoire veut remplir toutes ses fonctions. Abidjan sera la capitale du monde francophone du 21 au 30 juillet prochain. Issa Yeo Tchona, autre sujet dans cette édition. Depuis quelques jours, le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Pascal Abinan, est au Cap-Vert pour s'imprégner du modèle capverdien de la modernisation de l'administration. Il s'est rendu au Data Center. Plus de détails avec Victorine Yao Yoboué, notre envoyée spéciale au Cap-Vert pour RTI 1. Dans l'espace CEDEAO, le Cap-Vert est l'un des États à disposer d'un data center ultramoderne. Ce serveur grandeur nature, baptisé Nosy, est installé à Praia et abrite toutes les données de l'administration publique, de sorte à créer une interconnexion entre les différents services. Ce data center présente un grand avantage pour le Cap-Verdien parce qu'il lui facilite, entre autres, les démarches administratives. Le Cap-Vert est composé de 10 îles, mais pas besoin pour un citoyen, par exemple, de se rendre sur son île natale pour une copie d'extrait de naissance ou de casier judiciaire. Grâce au data center Nosy, l'informatique et Internet sont rentrés dans les habitudes des Cap-Verdiens. C'est cette vision que le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration nourrit pour les Ivoiriens, d'où sa visite au Cap-Vert. Nous venons de faire la visite. Je peux vous assurer que nous sommes satisfaits. Il y a une volonté politique affirmée par le gouvernement de rentrer, j'allais dire, de plein pied dans la gouvernance électronique. Donc nous sommes venus voir l'expérience du Cap-Vert pour pouvoir l'adapter chez nous. Et ça, je peux vous assurer que le gouvernement est tout à fait dans cette position. Pascal Abinan s'est ensuite rendu à l'Assemblée nationale du Cap-Vert. Là aussi, les parlementaires ont expliqué comment la digitalisation avec Nosy contribue à la transparence des élections au Cap-Vert. La Banque africaine de développement soutient le gouvernement ivoirien dans sa lutte contre les déchets solides. Elle a offert à la Côte d'Ivoire des équipements d'une valeur de plus de 700 millions de francs CFA pour mieux gérer le bassin du Gourou. Chantal Ouma-Akadan. Si le problème d'inondation du carrefour de l'Indénié est désormais un souvenir, il reste que la présence des déchets solides ménagers constitue une préoccupation. Le projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou est une réponse à ce problème. Pour une meilleure gestion de la collecte de ces déchets, la Banque africaine de développement, BAD, apporte son appui institutionnel en matériel. Valeur plus de 705 millions de francs CFA. L'engagement de la Banque africaine a continué à appuyer la Côte d'Ivoire dans la gestion des secteurs aussi importants que l'assainissement, l'environnement et le développement durable, afin d'assurer une meilleure cadre de collaboration de vie des populations. Et la Banque sera à vos côtés pour que vive la coopération de la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement. Le gouvernement salue l'initiative. C'est une avancée notable qu'il faut saluer et je voudrais particulièrement transmettre le remerciement du président de la République, son Excellence M. Hassan Ouattara, et du Premier ministre et chef du gouvernement, M. Amadou Gon Coulibaly, à la Banque africaine de développement pour l'appui apporté à la Côte d'Ivoire. Et je voudrais donc rassurer les Ivoiriens et leur dire que pour faire face à cette insalubrité généralisée et à la problématique de la gestion des déchets solides ménagers et assimilés de notre capital économique, le gouvernement a décidé de déléguer le service public de propreté et non plus le service public de collecte. Nous parlerons désormais de service public de propreté de l'ensemble du district autonome d'Abidjan à des opérateurs
compétents et expérimentés. Tracteurs, tricycles, coffres à ordures, poubelles, fourches, pelles, brouettes sont entre autres les outils de terrain qui doivent servir pour améliorer le travail des précollecteurs. Je sais que dans les heures qui viennent, il y aura 0 ordures dans le bassin. Nous comptons aussi sur les précollecteurs pour vraiment assainir le bassin. Lorsque nous-mêmes nous allons, que nous travaillons, les gens continuent de salir. Alors, Madame le ministre, avec la NASUR, nous ont toujours éduqués dans ce sens de dire à la population, vous avez souvent entendu, que chacun balaie devant sa porte. La seconde phase de ce projet prévoit d'anticiper et de traiter toutes les questions liées à l'assainissement, au drainage et à la gestion des déchets solides sur le bassin du Gourou, sur une période de 20 ans. Et puis sachez que malgré les efforts du gouvernement ivoirien, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, n'est pas propre dans plusieurs communes, comme cela devrait l'être. C'est le constat de nos reporters Frédéric Oulaï et Franck Kouadio. Regardez. Abidjan, plusieurs communes sillonnées, de Yopougon à Cocody, en passant par Abobo, Adjamé et Koumassi, un constat. Les ordures présentes dans les rues et dans bien d'autres sites publics. J'ai demandé, mais il dit, pourquoi dans ces temps-ci, il y a des ordures qui sont là? Parce que ça rend malade, ça donne fièvre typhoïde. Donc il y a une fille qui passait avec les ordures, elle venait déposer. Donc je lui ai demandé, ma chérie, pourquoi c'est maintenant ici, vous venez déposer les ordures? Elle m'a dit non, qu'elle déposait dans le quartier avant. Mais on leur a dit de ne plus déposer ça dans le quartier. Donc c'est ce qui fait qu'elle vienne mettre ça ici. Cocody, cité résidentielle, un important tas d'ordures à ce carrefour. Pas facile, même pour cette structure privée de ramassage, d'en venir à bout. Ici, la tâche en amont est réalisée par les précollecteurs jugés indisciplinés. Nous, c'est pas de notre faute. Nous, chaque jour que Dieu fait, on est là. C'est les précollecteurs. Quand nous on traite, après, ils viennent, ils reversent. Même tout à l'heure, si on quitte ici, ils vont dire 18h, 19h, passer pour constater. Vous allez voir, ils vont venir verser. À Yopougon, comme à Cocody Engré 8e tranche, des images évocatrices. L'insalubrité, une situation dénoncée par les riverains. Les véhicules de ramassage d'ordures venaient régulièrement, mais depuis, ils ne viennent plus. Les ordures sont là, on ne comprend pas. La question de la salubrité dans le district d'Abidjan, une des priorités du gouvernement ivoirien. À cet effet, plusieurs opérations pour rendre les communes propres sont menées, notamment le ramassage nocturne et l'opération Grand Ménage, ce qui n'occulte pas l'implication des collectivités. La NASUR, Agence nationale de la salubrité urbaine, l'entité du ministère de la salubrité, de l'environnement et du développement durable chargée de rendre nos villes propres, situe les responsabilités. Les entreprises de ramassage d'ordures qui exercent dans le secteur sont forcément des entreprises qui contractent avec le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable via la NASUR. Les opérateurs de collecte sont retenus et prestent donc dans le secteur. La journée, il y a beaucoup de trafic. On sait également que ces camions ne sont pas sans nuisances, notamment des nuisances olfactives et tout ça. Donc c'est autant de facteurs qui font que le travail de jour n'est pas très productif et nous encourageons fortement donc le travail de nuit. Pour la directrice de la NASUR, la clé au problème demeure la sensibilisation. On fait beaucoup de campagnes de sensibilisation dans les marchés, dans les gares routières. Nous sommes tous confrontés à l'incivisme des populations. Face à cela, on est en train de penser fortement aussi à la répression. Parce que vous allez dans des pays comme le Ghana à côté, mais on ne salit pas au Ghana. Pourquoi? Parce que dès qu'on jette un papier, on sait qu'on va être réprimé d'une manière ou d'une autre. Les populations exhortées donc à rendre leur cadre de vie propre, mais également à ne pas déverser leurs ordures dans les sites publics, notamment les rues et grands carrefours. Sarah Ouattara appelle les populations à un comportement citoyen. Selon elle, la phase répressive s'appliquera bientôt aux personnes et entreprises qui ne respecteront pas les mesures liées à la propreté de notre environnement.
Autre information dans cette édition, les communicateurs de la conférence des médias sont contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie. Une sensibilisation des acteurs de la communication a lieu en ce moment même avec pour thème « Zéro fumeur » dans le milieu de la communication. Fidèle Aigné, Franck Quadio. Robert Conan a la trentaine aujourd'hui. Il travaille dans une entreprise privée. Il y a 4 ans, il a été diagnostiqué d'un cancer de la vessie, un mal dû à son addiction au tabac. Moi, j'ai commencé à fumer très tôt, entre 13-14 ans par là. Et j'ai arrêté à la cigarette en 2013 et 2014. En 2012, en tout cas, j'ai commencé à constater des saignements au niveau de mes urines, au niveau de mes selles. Bon, quand je pars dans les toilettes, en tout cas, ça saigne. Et j'ai été à l'hôpital. Et à mon premier rendez-vous, il m'a posé d'abord une question. Tu es fumeur? Et je lui ai dit oui. Il dit, ah, si tu fumes, à partir d'aujourd'hui, arrête de fumer. Parce que c'est ce qui est en train de te tuer. Le tabac est l'une des principales causes de décès, de maladies et d'appauvrissement. De source médicale, un cancer sur 3 est lié à la consommation du tabac. Le premier cancer reste le cancer pulmonaire. Et à côté de ce cancer pulmonaire, d'autres organes peuvent être touchés, notamment la vessie. Le tabac, lorsqu'il survient chez des sujets qui sont diabétiques, est un facteur d'aggravation des complications liées au diabète. Et le tabac reste encore un facteur de risque cardiovasculaire. Aujourd'hui, guéri de son mal, Robert veut être une voix qui dénonce les méfaits de la cigarette. Si j'ai quelque chose à dire à la jeunesse d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore fumé, ne fumez pas. Ceux qui fument, arrêtez. Le tabagisme fait rage dans le monde. Selon les Nations Unies, 7 millions de personnes perdent la vie chaque année, dont 6 millions de fumeurs et 890 000 non-fumeurs. La conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie en Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, entend éradiquer ce fléau du milieu de la communication et faire des communicateurs des modèles et des plumes dans la lutte anti-tabac. Pour pouvoir mieux sensibiliser, il faut que toi-même tu prouves aux gens qu'à la réalité, ce qui détruit n'est pas bon. Donc c'est pour ça que nous avons ciblé les communicateurs. Qui nous permettent d'avoir, à travers leurs outils de travail, des plages pour faire passer le message à la jeunesse qui est vulnérable à tout effet de mode, qui pense que fumer, c'est mettre une cigarette dans ses 2 doigts, alors que c'est se tuer à grand feu. Le tabac tue la moitié des consommateurs. Selon l'OMS, une personne meurt toutes les 6 secondes du fait de ce fléau et la moitié des consommateurs du tabac mourront d'une maladie liée au tabac. Fidèle Aigné, Franck Quadio, tout à fait autre chose à présent dans la région de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. 25 porteuses de fistules obstétricales guéries aujourd'hui sont aidées pour leur réinsertion socio-économique. C'est une initiative de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF avec l'appui de l'UNFPA. FBoué et Tao pour RTI 1. Aujourd'hui est un jour de joie pour ces 25 femmes exporteuses de fistules du département de Mans. Pour leur réinsertion sociale, elles reçoivent des kits d'activités génératrices de revenus. Une action de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF avec le soutien de l'UNFPA et de l'Agence suédoise de coopération internationale COECA. On a constaté que si elles sont guéries et qu'il n'y a pas de suivi, parce que c'est des femmes qui ont été rejetées, donc pour qu'elles viennent dans la société, il faut qu'elles se prennent en charge quelque peu. Et c'est ce qui nous a amené à penser à un volet réinsertion. Et pour faciliter cette réinsertion, ces femmes ont été formées auparavant à la gestion des AGR. Elles sont donc reconnaissantes. Bon, je suis à l'aise, je suis propre maintenant. Donc, ils nous appelaient ici, on a fait formation en route. Donc, ils nous appelaient pour ce qu'on veut faire commerce. Aujourd'hui, j'ai reçu je veux dire merci à ceux les gens qui nous ont aidés, qui nous ont soignés. Je veux dire merci à eux
Que Dieu les bénisse. Grand merci même à l'AIBF parce que ceux-là vraiment, ils ont permis, même jusqu'à ce que je sois opérée. J'étais maigre, mais depuis que j'ai connu AIBF là, me voilà, je suis en train de grossir jusqu'à, je ne peux même plus porter mes habits. Ce programme est exécuté dans 8 localités de la Côte d'Ivoire. Il consiste à renforcer la prévention et la prise en charge des fistules obstétricales à partir de la mobilisation communautaire, le repérage des cas, la réinsertion sociale et économique des femmes guéries, la formation et la sensibilisation. Voilà, le ministre de l'Agriculture est reparti sur les sites des bananeraies sinistrés en 2014 à Niéki pour se convaincre de la bonne gestion des ressources mobilisées pour faire face à ce sinistre. On en parle avec Noël Niayo. Au nom du président de la République et du chef du gouvernement, rassurer les employés de toute la filière pour dire que vous devez rester serein. Le gouvernement fera en sorte qu'aucun emploi ne soit remis en cause. Cette déclaration date de 2014, le 12 juillet pour être plus précis. Mamadou Sangafoua Koulibaly, alors ministre de l'Agriculture, faisait ainsi écho de la volonté du gouvernement de redonner vie à la filière banane dessert, sinistrée par les pluies diluviennes du 28, 29 et 30 juin 2014, avec à la clé une perte de plus de 1300 hectares de plantations causée par les inondations, soit environ 25% des surfaces totales de bananes et la menace de 2000 emplois directs. 3 ans après, le ministre a pris des galons. Il est désormais ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Mais qu'en est-il de ces plantations et des emplois menacés? Ce jeudi 8 juin 2017, Sangafoua Koulibaly est retourné sur les terres de Abiati, dans la commune de Songon, mesurer l'impact des actes posés par le gouvernement, juger sur pièce ce qu'il en a été des financements obtenus auprès des partenaires au développement, mais également des appuis de l'État de Côte d'Ivoire. Premier fait observé, l'eau. La menace est désormais contenue. Il y a 2 digues. Il y a une digue intérieure et une digue extérieure. La digue extérieure a été rehaussée avec de la terre, selon les endroits entre 15 et 60 cm. Et on a mis des sacs de protection, des talus, pour éviter qu'avec l'érosion, la rehausse qu'on a fait disparaisse. De plus, le gouvernement a tenu parole. Nous avons pu préserver près de 12 000 emplois sur l'ensemble de la filière banane, du fait de la réhabilitation des investissements qui s'en sont suivis. On a aussi amélioré les conditions de vie et de travail des exploitants, alors que leurs emplois étaient menacés. Vous voyez, non seulement les emplois ont été préservés, les conditions de vie et de travail ont été améliorées. Nous avons évalué les investissements à près de 13 milliards de francs CFA. À ces actions, il faut associer le remboursement de plus de 2 milliards de TVA dus par l'État. Avec l'appui de l'Union européenne, des avenants ont été signés dans le cadre du programme baptisé « Mesures d'accompagnement de 2012 au programme Banane ». Il y a donc eu 3 avenants validés assez rapidement puisqu'en septembre, ils ont été opérationnels. Vu les dégâts laissés par les inondations, certaines améliorations des outils de production ont été transformées en réhabilitation de la plantation, y compris sécurisation des digues et augmentation des capacités de pompage des excédents d'eau. La durée de mise en œuvre a été réduite à 24 mois, ce qui démontre l'intérêt d'un retour rapide à une plantation performante. Comme on le voit, la filière banane a sorti la tête de l'eau, mais des efforts sont à faire pour réduire les écarts de compétitivité. Les barrières douanières de 75 € tonne qui sont amenées peut-être à disparaître en 2020 suite à la pression des Américains sur les négociations au commerce mondial, ce qui entraînerait une perte de compétitivité de près de 15% de la filière banane en Côte d'Ivoire notamment, et ça serait dramatique. Et là, je sais que le gouvernement a pris à bras le corps de soutenir cette proposition. Une autre proposition qui a été faite, et que je remercie encore Monsieur le ministre de l'avoir entendu, c'est de reconduire les MAB. Et puis, le troisième point, c'est effectivement l'exonération de la taxe de la TVA sur les entreprises qui exportent. Le secteur banane dessert représente 5% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, avec 8 360 salariés et 5 650 hectares exploités.
Noël Nyagno, les peuples Gourombo des régions du Bunkani et du Gontougo luttent pour leur développement. Ils se sont retrouvés à Laoudigan, dans le département de Bondoukou, pour débattre de la question. On en parle avec Thérèse Tapeyoboué. Les Gourombo font partie de la famille des Koulango. Ils comptent 50 villages dans les régions du Bunkani et du Gontougo. Ils se sont retrouvés récemment à Laoudigan, dans le département de Bondoukou. C'est la 4e édition de cette cérémonie d'échange entre les Gourombo. Objectif de la rencontre, inviter les sœurs et frères Gourombo à la cohésion, à l'entente et à conjuguer les efforts et intelligences en vue de sortir leur localité de la léthargie. Les Gourombo ont été également exhortés à adhérer au projet de délimitation des territoires villageois initié par le chef de l'État. Les Koulango en général et les Gourombo en particulier qui sont dans les villages, ils ont beaucoup de problèmes. On a un problème de route, on a un problème de l'eau. Nous avons constaté que les jeunes, en tout cas beaucoup pensent que c'est les gens ruraux qui peuvent faire leur affaire. Alors que la terre de Bondoukou est riche. Nous nous réunissons pour leur dire que la terre de Bondoukou peut nourrir son bonhomme. Le sous-préfet de Laoudiba, Rodé Adiko, a salué la grande mobilisation des Gourombo qui témoigne de l'importance qu'ils accordent à cette rencontre. Il les a invités à maintenir la flamme de la paix, de la fraternité et de la cohésion au sein de leur communauté. Adiko Robé a saisi cette occasion pour demander aux parents de scolariser leurs enfants en vue de leur assurer un avenir meilleur. Voilà, le lycée français Blaise Pascal dans la commune de Cocody a inauguré son tout nouveau gymnase d'une capacité de plus de 250 places. Cette infrastructure pourrait abriter les entraînements de quelques équipes qui participeront aux prochains Jeux de la francophonie ici à Abidjan. Sita Soro. Lycée français Blaise Pascal à Cocody. Professeurs et élèves font montre de leur talent artistique et sportif dans le nouveau gymnase de l'établissement. Il vient d'être inauguré par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Charles Kofi Dibi. C'est un bâtiment à 2 niveaux sur une superficie de plus de 3000 m². Ce gymnase qui est magnifique et qui va permettre de renforcer encore toute l'éducation physique et sportive dans ce lycée en offrant des conditions formidables pour les enfants pour pratiquer tous les sports, puisqu'il y a une grande salle en haut, ils vont faire du basket, il y a un mur d'escalade aussi, et puis il y a des salles au rez-de-chaussée pour pratiquer le judo, le tennis de table. Présente à cette cérémonie, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle appelle les élèves du lycée à la pratique du sport. Vous n'ennuierez pas avec la vieille maxime qui veut qu'il y ait un esprit sain dans un corps sain. Pourtant, nos élèves ne bénéficient pas souvent d'espaces adaptés pour apprendre le sport et relaxer leur esprit. Quelle incongruité pour des apprenants dont la fragilité du corps et de l'esprit les rend vulnérables quand ils sont soumis à un rythme d'apprentissage d'ivresse immodéré. Vous avez vu juste donc, en construisant ce gymnase imposant. Construit à près de 2,3 milliards de francs CFA, ce gymnase compte 250 places assises et des salles annexes toutes équipées. Il pourrait abriter les entraînements des athlètes lors des 8e Jeux de la francophonie. Grosse performance pour la Côte d'Ivoire qui s'est hissée jeudi en finale du Festival international Espoir de football de Toulon. Et c'était en France. Les Éléphantaux ont dominé la République tchèque par 2-1 et affronteront l'Angleterre en finale ce samedi, qui a disposé de l'Écosse par 3-0 en demi-finale. Les vaincus du dernier carré s'affronteront pour la médaille de bronze. Éliminatoire CAN 2019, la Côte d'Ivoire affronte la Guinée à Bouaké, capitale de la région de Béké, au centre de la Côte d'Ivoire. Ce samedi, le match débute à 20h. Ce match Côte d'Ivoire-Guinée compte pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN de football Cameroun 2019.
Et nous vous le disions dans nos titres, les juges du tribunal supérieur électoral TSE du Brésil ont décidé à une étroite majorité de ne pas invalider le mandat du président Michel Temer en dépit d'accusations d'irrégularité sur les financements de la campagne électorale de 2014. Michel Temer sauve ainsi, en tout cas pour l'instant, son mandat devant la justice électorale. Il est tout de même l'objet d'une enquête de la Cour suprême pour corruption. Et nous allons terminer avec cette information. Le président américain Donald Trump sera en visite officielle en Pologne en juillet prochain avant de participer au sommet du G20 en Allemagne. Cette visite doit réaffirmer l'engagement des États-Unis d'Amérique envers l'un de ses plus proches alliés et le souci de l'administration américaine de montrer que le renforcement de la défense collective au sein de l'OTAN est une priorité. Le sommet du G20 se tiendra à Hambourg les 7 et 8 juillet prochains. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI.